Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire Panorama Média. 3 sujets au menu de ce rendez-vous du jour. Premier sujet, l'affaire Thomas Sankara. Comme si c'était hier, cette semaine, le présumé auteur de la tuerie du 15 octobre 1987 avait rendez-vous avec le juge d'instruction dans le cadre de la reconstitution des faits. Quelle analyse faites-vous de cette étape dans la recherche de la vérité sur l'assassinat de Thomas Sankara? C'est une des questions que je poserai tout à l'heure à mes invités. Policiers licenciés, une victoire d'étape des plaignants. Ce sera notre deuxième sujet du jour avec cette semaine. Le tribunal administratif qui a décidé de la suspension de l'arrêté de licenciement des 16 policiers et mieux ordonner leur réintégration. Quel regard portez-vous sur ce dossier? Le décryptage à suivre dans cette émission. Et pour boucler ce rendez-vous du jour, nous parlerons d'un autre sujet, la lutte contre le terrorisme et la solution IBK. Cette semaine, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a confirmé son désir d'engager un dialogue avec les chefs djihadistes. Le Burkina peut-il aussi tenter cette voie? Question. Et pour aborder tous ces sujets, je reçois sur ce plateau 4 invités, 4 journalistes. À ma gauche, Montamou Kani, vous êtes directeur de publication de l'Express du Faso. Kani, bonjour. Et juste à côté, Ismaël Saturnin Paré, journaliste à la RTB de télévision. Paré, bonjour. Bonjour. Et à ma droite, Josias Dabiré, correspondant de Burkina Info TV à Bobo du Lasso. Josias, bonjour. Bonjour. Et Serge Tillé, journaliste à la radio LPC, la radio Liberté de parler et de communiquer. Serge, bonjour. Bonjour. Voilà donc pour ce qui est du décor de ce numéro de votre émission Panorama Média de ce dimanche 16 février 2020. Place au débat et à notre premier sujet, l'affaire Thomas Sankara, comme si c'était hier. Cette semaine, je vous le disais en introduction de cette émission, les présumés auteurs de la tuerie du 15 octobre 1987 avaient rendez-vous avec le juge d'instruction dans le cadre de la reconstitution des faits, des moments décisifs pour la justice militaire, mais aussi des instants difficiles pour les parents des disparus. Alors, quelle analyse faites-vous de cette étape dans la recherche de la vérité sur le père de la révolution burkinabé, le capitaine Thomas Sankara? Kani. Non, je crois qu'il faut saluer cette reconstitution qui vient comme un élément nouveau dans le dossier et qui va certainement permettre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, d'avoir un film plus ou moins, des événements en fonction de ce que les gens, des déclarations que les inculpés, les témoins et autres ont dit. Et ça permettra aux juges de conforter ou d'infirmer les déclarations des uns et des autres et lui permettre effectivement, dans la recherche de la vérité, d'instruire davantage le dossier et de faire en sorte que, effectivement, le dossier Thomas Sankara puisse aboutir. Donc c'est une avancée significative qu'il faut saluer. Et il faut saluer aussi la disponibilité, certainement qui n'ont pas le choix, des inculpés, des témoins qui n'ont pas eu le choix de se présenter là-bas. Il faut noter que chacun a dit sa part de vérité en fonction de ce qu'il avait déclaré. Oui, suivre un peu que, par exemple, le général Gilbert Dendéré qui était là-bas a repris tous les circuits qu'il avait en son temps au moment des événements. Et ensuite, d'autres témoins aussi, ceux qui ont disparu ont été représentés par d'autres personnes pour jouer leur rôle en fonction des déclarations qui ont été faites. Donc, je pense certainement que ça va permettre effectivement, c'est un autre pan de la vérité qui va certainement jaillir. Mais ce que je voulais dire par rapport au dossier Thomas Sankara et bien d'autres dossiers d'ailleurs, parce que nous l'avons déjà dit ici, vous voyez, depuis 33 ans, ce sont des dossiers qui sont là quand même, qui polarisent et qui polluent un peu l'atmosphère au plan national et qui mettent mal à l'aise, mal plutôt, la réconciliation, le vivre ensemble, pour ne pas dire même la paix. Alors, si bien qu'on a envie de dire qu'il faut que franchement, à un moment donné, ces dossiers-là puissent être jugés. Et tout le monde vraiment veut que ces dossiers soient jugés, tout comme, je l'ai dit, les dossiers Norbert Zongo et bien d'autres, Boukari Lengani et bien d'autres personnes, que ce soit sur les plans de crimes de sang ou de crimes économiques, afin de permettre enfin au pays de se réconcilier avec lui-même, d'écrire son histoire et de travailler vraiment pour son épanouissement. Parce qu'on est tellement focalisé depuis longtemps sur ce dossier-là, si bien que franchement, on oublie l'essentiel. On oublie parfois l'essentiel. Et on y reviendra certainement. Oui, d'accord. Voilà. Josias.
comment est-ce que vous appréciez cette étape dans la recherche de la vérité sur l'assassinat de Thomas Sankara? Oui, j'apprécie très bien parce que c'est un dossier qui, à mes yeux, ressemble, disons, à la concrétisation parce qu'à l'étape, au départ même, depuis, même, disons, l'insurrection de 2014, où sur le président de la transition, Kafando d'abord avait annoncé l'ouverture du dossier, cela semblait un peu folklorique aussi de certains, je dirais, fans de Thomas Sankara. Bon, aujourd'hui, à cette étape, on confirme aux yeux de ce bon nombre de personnes qu'il y a quand même du sérieux. Et vous savez très bien que c'est la reconstruction des faits qui est un élément juridique, parce que c'était un crime frais. On aurait pu faire une constatation d'usage au lieu de crime. Mais comme ce n'est pas un crime frais, parce qu'au moment où vous vous souvenez très bien qu'à l'époque, on ne pouvait pas justement faire cette démarche juridique. Donc, aujourd'hui, ça nous rappelle en tout cas qu'il y a quand même des séries qui sont en train d'être fait à ce niveau qui est très important. Et comme disait Karim tout de suite, là, parce que c'est là aussi où, à un certain moment, on a besoin d'aller vite. Bon, vite, quand il parle vite, il ne parle pas de justice expéditive, mais ça veut dire pour clore avec ce dossier, non pas seulement pour la satisfaction des parents des victimes ou les ayants droit, etc., tous les fins, mais aussi ça permet donc d'ancrer, d'écrire une nouvelle page donc, de cet homme. Vous savez très bien qu'après son assassinat, à un certain moment donné, sous la rectification, il était même quasiment impossible de parler de cet homme. Donc ça permet non seulement de réconcilier le Burkina avec l'histoire, réconcilier le Burkina Faso avec certains pays. Vous savez que très bien, Sankara aujourd'hui est une icône incontournable dans d'autres pays. Et aujourd'hui, ces pays-là regardent le Burkina comme. Parce qu'on va aller à certains endroits, quand tu arrives, on dit que tu viens au Burkina, on te pose la question pourquoi vous avez tué Thomas Sankara. Comme si chaque Burkinabé est, je dirais, coupable donc, de la mort de Thomas Sankara. Donc ça veut dire que moi, je pense que c'est un dossier très important qui va permettre donc de tourner, de réconcilier le Burkinabé avec les pro-histoires, réconcilier le Burkinabé avec certains fans de Thomas Sankara où qu'ils se trouvent. Et que, bon, je pense qu'à ce niveau, c'est salutaire. D'accord. Et Serge, est-ce que vous avez aussi le même point de vue? Non, bon, écoutez, j'ai le mien. Moi, je dis qu'il faut qu'on essaie de dépasser un certain nombre de choses. Et ça, c'est très important. Parce que, Kanye le disait, tout à l'heure, il parlait de 33 ans après. Mais la première plainte contre qui ça a été posée, ça fait 23 ans. Ça dit 10 ans après l'assassinat de Thomas Sankara que la première plainte a été posée. Mais la plainte a été posée devant un tribunal civil. Et là, le tribunal civil de procédure judiciaire en procédure judiciaire, on a fini par dire que non, il va falloir aller devant le tribunal militaire. Et en son temps, je crois que c'était en 2001, le ministre de la Défense en son temps, c'était le capitaine Blaise Compaoré, qui était le chef de l'État. Donc là-bas, le ministère de la Défense était attaché à la présidence de la République, c'était un peu difficile. Bon, je me souviens que ceux qui bataillaient pour justice pour Thomas Sankara avaient saisi, je crois, en ce temps, c'était le comité des droits de l'homme de l'ONU. Oui. En son temps, ils les avaient saisis et le comité avait dit et leur avait donné pratiquement raison. Et ça, c'est en 2006 que le comité leur avait donné raison. Et bon, je crois qu'en 2008, le comité a fini par dire que, bon, écoutez, l'État du Burkina a fait ce qu'il y avait à faire et que cette affaire a été close. Oui. Ça, c'est pour l'histoire maintenant. Ça, c'est pour l'histoire. Oui. Et on se retrouve en 2014, là où encore on a voulu savoir si dans la tombe, c'était Thomas Sankara. Et je me souviens encore que le tribunal civil a dit qu'il n'était pas en temps 2014, c'est pas en temps d'avril. Après l'insurrection. Non, avant l'insurrection, en temps 2014. Et il y a eu l'insurrection et c'est là que les choses ont commencé à s'accélérer parce que là, finalement, c'est le tribunal militaire maintenant qui s'est saisi de l'affaire. Et pour qu'on finisse par ouvrir la tombe, parce qu'on dit qu'on allait voir les tests d'ADN, on s'est rendu compte par la suite que, bon, jusqu'à présent, on n'a pas une idée claire par rapport à l'histoire. Donc, un fait marquant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus de pèlerinage sur la tombe de Thomas Sankara comme on le faisait avant. Et puis, aujourd'hui, on est dans la phase de reconstitution des faits. Oui. L'objectif global, c'est quoi? Essayer de situer les responsabilités. Oui. Maintenant, moi, la question que je me pose, pourquoi on s'attarde beaucoup plus sur ce qui nous divise et on ne s'attarde pas sur ce qui nous unit? Parce que Thomas Sankara, quand même, c'est une idéologie, ce sont des valeurs. Oui. Tout le monde réclame justice pour Thomas Sankara,
Mais est-ce que nous-mêmes, les valeurs de Thomas Sankara qu'il prônait là, on en fait nos valeurs? En fait, c'est beaucoup plus ça. Moi, je pense que c'est que le meilleur hommage qu'on puisse rendre à Thomas Sankara, la meilleure justice qu'on puisse rendre à Thomas Sankara, c'est de faire en sorte que les idéaux de Thomas Sankara là, ça soit ce que nous mettons en œuvre. Pour moi, c'est ça qui est la meilleure façon de rendre justice à Thomas Sankara. Parce qu'il y a eu un crime. Et en général, la justice se pose la question, tout le monde même se pose la question, à qui profite le crime? On s'est rendu compte, on sait, tous ici, à qui le crime a profité. Finalement, on va finir par pointer du doigt cette personne-là. Et après, on fait quoi? Mais les idéaux de Thomas Sankara. C'est pourquoi Thomas Sankara a été assassiné. Parce que c'est ça. Faire en sorte que la bourgeoisie là, puisse pouvoir être mise de côté pour que tout le monde puisse bénéficier de la richesse nationale. Et ça, aujourd'hui, ça n'a pas encore trouvé de centre, malheureusement. Et donc, pour moi, c'est ça le plus important. Pour résumer, pour moi, le plus important, il faut que ce qui unit les Burkinabés, ce qui va faire en sorte que l'éveil de conscience créé par Thomas Sankara puisse produire des fruits, des résultats pour le bien-être de tous les Burkinabés. Et d'ailleurs, si on avait suivi ça, peut-être qu'on ne serait même pas encore dans nos histoires d'attaques terroristes et autres, tout ça. C'est ça qui est le plus important. Sinon, on va reconstituer des faits, alors que nous tous ici, on sait qui sont les coupables. Bon, pas. D'accord. Ismaël Paris. Reconstitution des faits. Quelle lecture faites-vous de cette étape dans la recherche de la vérité sur la mort de Thomas Sankara? C'est une victoire d'étape, j'allais le dire, parce que vous savez que l'instruction est une étape nécessaire lorsque nous sommes en procédure pénale, lorsque nous sommes sur le terrain juridique, parce que là, il s'agit d'une affaire criminelle. Et aujourd'hui, lorsque le juge d'instruction entend des personnes, en tout cas d'une manière ou d'une autre, qui sont susceptibles de prendre part ou encore d'être concernés par cette affaire, c'est une étape assez essentielle parce que nous sommes, je l'ai dit tantôt, nous sommes en affaire criminelle et l'instruction apparaît comme une condition assez nécessaire. Parce que le juge, il met les uns et les autres en examen, il essaie de voir est-ce que l'information qu'il a lui permet d'inculper ou de ne pas le faire. Si tel est le cas, il va saisir la juridiction assise, ça veut dire que le juge au premier ressort pour que le juge puisse juger les personnes concernées. Mais ce qui est assez important, c'est que c'est bon à prendre parce que nous voyons que depuis un certain moment, Serge le disait tantôt, 10 ans après l'assassinat de Thomas Sankara, que la première plainte a été déposée, la famille de Thomas Sankara s'est érigée, a déposé une plainte, constituée une partie civile. Pourquoi? Parce que la prescription en matière pénale est de 10 ans. 10 ans après, c'était irrécevable. Donc, alors qu'en matière civile, la prescription, c'est 30 ans. Mais ce qui est assez important, c'est qu'aujourd'hui, tous les mouvements, les organisations des droits de l'homme, en Afrique, au Burkina Faso, de même par le monde, chacun a fait de ce combat de Thomas Sankara son combat. Donc, c'est érigé même, ça fait partie des droits imprescriptibles. Ça veut dire que 10 ans va passer, 20 ans va passer, 30 ans va passer. Ce délai de 10 ans, de 15 ans ne tiendra pas. Tant qu'il n'y aura pas de jugement sur l'affaire Thomas Sankara, la question sera toujours sur la table. Donc ça, c'est vraiment un aspect assez intéressant et c'est important de le souligner. C'est à travers le combat de tout le monde que tout le monde a pu mener. Vous voyez aujourd'hui que justice pour Thomas Sankara, ce n'est plus l'affaire de la famille de Thomas Sankara, c'est vraiment l'affaire de toute une génération, l'affaire de toute une classe de personnes, l'affaire vraiment des organisations, etc. Donc il convient aussi de dire que depuis un certain temps, notamment depuis la chute du régime passé, lorsque nous voyons l'avènement de la transition, le dossier Thomas Sankara a connu quand même, j'allais dire, des avancées, un dénouement assez positif, parce que nous avons vu que la justice française s'est invitée dans la danse. Il y a eu même la déclassification en provenant des archives, en provenant de la France. Et il y a eu des personnes qui ont été inculpées, telles que le général Djengiré, il y a même un mandat d'arrêt international contre François Compaoré. Nous voyons aussi que... Ça, c'est dans une autre affaire. Oui. Voilà. Parlant dans l'ouverture d'esprit dont parlait tout à l'heure
Kani. Voilà, donc je veux dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ont bougé de part et d'autre, en tout cas depuis ces dernières années. Donc aujourd'hui, voir certaines personnes devant le juge d'instruction, ça veut dire qu'il y a matière, en tout cas c'est l'instruction, c'est une étape capitale et le juge pourra dire ou pas s'il faut saisir le juge de fond pour continuer le jugement. D'accord, Josias, pourquoi c'est maintenant on reconstitue les faits? Pourquoi pas avant? Non, comme je viens de le dire, vous savez que très bien que quasiment après... Quel est l'intérêt véritablement? Donc l'intérêt, nous l'avons souligné ici parce que c'est un élément juridique qu'il fallait que les juges qui sont chargés donc d'expédier les dossiers puissent arriver là pour réconcilier les faits, avoir des éléments juridiques, des éléments nécessaires. Mais au-delà de ça, vous savez très bien qu'après son assassinat, avec la ratification, il était quasiment impossible de parler de Thomas Sankara à plusieurs raisons pour réconcilier les faits ou parler de sa justice. Il y a eu des juges qui ont été déchus de leurs fonctions parce qu'ils ont voulu voir clair dans ces dossiers, c'est clair, il faut reconnaître. Mais là où je voulais se réagir, pas pour condamner ça, mais pour dire, enfin, qu'en réalité, c'est vrai, Sankara aujourd'hui c'est une idéologie, mais comme l'idéologie est une perception et non une règle, donc on ne peut pas tout de suite dire que, écoutez, comme c'est une idéologie, oblige tout le monde. L'idéologie est là, on n'oublie pas tout le monde à suivre une idéologie. Mais ça doit être un objectif sur lequel, c'est une valeur sur laquelle on cherche à atteindre. Donc il faut faire la part des choses. Mais par conséquent, aujourd'hui, si on arrive à faire... Parce qu'on rend la justice, non pas pour... parfois même pas pour la personne en tant que telle, mais pour prendre la cohésion. La cohésion. Je prends un cas simple. Prenons le cas de Norbert Zongo, par exemple. Chaque année, chaque 13 décembre, vous allez voir que les élèves ont déserté les classes pour les manifestations. Mais si vous avez souvenir, vous verrez que depuis qu'on a senti qu'il y a quand même une accélération dans la procédure, il y a la température a beaucoup baissé à ce niveau. Donc c'est justement dans cet élan-là qu'on puisse permettre. Aujourd'hui, vous avez les ayants droit des Thomas qui sont en exil, en de griffes, ses enfants, sa femme, la veuve Thomas Sankara. Donc si tout ça, c'est justice. Parce qu'il faut qu'à un certain moment, une fois quand la justice est rendue, ça au moins on sait que c'est rendu, parce que le projet ne va pas plaire à tout le monde, d'accord, mais au moins ce serait prononcé, quitte à ce que maintenant on ne sait ceux qui sont en exil qui veulent rentrer, qu'on trouve franchement la page, c'est très important. Non, je voulais appuyer ce qu'il vient de dire. Parce que lui, il a dit qu'il ne veut pas contredire, mais moi, je contredis Serge. Parce que bon, Serge aura la parole. Non, oui, il aura la parole pour se défendre. Parce que non, c'est-à-dire, rendre justice aujourd'hui à Thomas Sankara va permettre d'ailleurs même de renforcer la lutte ou le combat qu'il a mené. Parce qu'aujourd'hui, le fait de ne même pas savoir de quoi il est mort, c'est un frein à quelque part. Et aujourd'hui, les personnes qui l'ont connu, sa famille, qui portent toujours le deuil, vous voyez, c'est même encore plus grave. Droit de funérailles. Non, pas du tout. Et c'est encore plus grave quand on ne retrouve même pas le corps. Et je crois qu'avec la justice, si les éléments vont plus loin, tout ça, ça va permettre d'apaiser la tension, surtout au niveau de la famille et surtout au niveau des fans de Sankara. Et ça va permettre de tourner la page d'abord de ce crime-là et ensuite maintenant se consacrer sur l'idéologie même de Thomas Sankara. Et ça, je trouve ça très important. Et je crois que c'est qui a dit qu'on sait à qui ça profite. Oui, c'est ça. À qui le crime a profité. Non, même pas. Il allait plus loin en disant qu'on sait quels sont les auteurs. Non, j'ai dit à qui le crime a profité. Non, après ça, les auteurs. Oui, que les auteurs. J'ai dit non. Nous ici, là, peut-être toi, c'est que tu connais. Mais nous, on sait. Il faudra attendre. On peut savoir à qui ça a profité. Mais les auteurs, nous ne le savons pas. En tout cas, moi, après que les autres ne le savent. Moi non plus. D'accord, vous avez maintenant la parole. Pour vous défendre. En fait, moi, écoutez, quand on parle de justice pour Thomas Sankara, moi, je vois le contexte dans lequel le Burkina est actuellement. Nous sommes dans un contexte sécuritaire assez délicat. Une priorité parmi les priorités. Voilà, nous sommes dans un contexte sécuritaire assez délicat où nous avons besoin que tout le monde soit uni. Et si tout le monde est uni, on va faire face à cette guerre asymétrique-là. Parce que c'est toute la nation qui est menacée. Voilà, en fait, c'est quand vous regardez le contexte, et puis on est là, sur le plateau en train de parler de justice pour Thomas Sankara. C'est bien, il faut qu'il y ait justice pour Thomas Sankara. Il faut qu'il y ait justice même pour tous les crimes. Écoutez, si vous avez bien suivi, sous la Révolution, et comme son nom l'indique, c'est de la Révolution. Et dans la Révolution aussi, il y a eu des crimes. C'était pour la bonne cause. Bon, en fait, il n'y a pas de crime pour la bonne cause. Un crime, c'est un crime. Parce que ceux qui aussi ont assassiné Thomas Sankara se sont dit c'est pour la bonne cause. Un crime, c'est un crime. Vous voyez, si on veut rester dans ça, justice pour Thomas Sankara, demain,
les victimes de la révolution diront justice pour nous. Quand vous prenez l'insurrection populaire, l'autre aussi va se lever, va dire justice pour nous. Moi, je dis une chose sur ce plateau. C'est bon qu'on sache comment les choses se sont passées. C'est une bonne chose. C'est pas mauvais. Il faut qu'il y ait justice. Mais il faut qu'il y ait justice pour tout. Mais naturellement. Et ça, on n'est pas sur cette voie, malheureusement. Et pourtant. Ah, on dit pourtant, on n'est pas sur cette voie parce que... Quand vous voyez le panel il va terminer, monsieur Kadé. Je vais finir. On est en train de parler de reconstituer les faits pour Thomas. On n'est pas sur cette voie. Ça, moi, je dis. De deux, je dis, il faut qu'à un moment donné au Burkina Faso, on puisse se mettre d'accord sur quelque chose. Il y a eu des crimes, il y a eu des erreurs, il y a eu beaucoup de choses. À un moment donné, on s'assoit, on fait quoi? Il faut qu'on s'entende. Et vous pensez que c'est ce moment qui est... Tourner la page et puis aller à c'est important. Parce qu'en même temps qu'on parle de justice pour Thomas Sankara, moi je dis, Thomas Sankara c'était un modèle. C'est quelqu'un qui a prôné une idéologie, qui a fait avancer le Burkina en 4 ans. Au niveau où il a mis le Burkina là, il n'y a pas un chef d'État qui a réussi ça jusqu'à présent. Ça, moi je le dis. Et ça, je l'assume. En termes de conscience, c'est surtout éveil de conscience. Si vous voyez que jusqu'à présent, on parle de Thomas Sankara, c'est pas parce qu'il a construit des routes. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait, c'est pas ça. Mais c'est parce qu'il a travaillé dans les consciences. Et ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas détruire. Et ça, ce sont des choses qu'on doit porter au nu. Demain, on va trouver les assassins de Thomas Sankara, on va finir, et après. Et après, justement, on va attendre 33 ans après, on va attendre qu'on sache qui a fait quoi pour pouvoir nous focaliser sur les idéologies de Thomas Sankara. Vous voyez le retard qu'on aura accumulé. Mais justement, vous voyez le retard qu'on aura. Moi, ce que je suis en train de dire, quand on parle de crime, il faut qu'on gère tout. On parle de Thomas Sankara, mais sous la révolution... Mais on ne peut pas gérer tous les crimes en même temps. Sous la révolution, il y a eu des choses. Est-ce qu'on en parle? On n'en parle pas suffisamment. Il a suffi que quelqu'un sorte ma part de vérité. On a vu le lever de bois verts, les volets de bois verts contre la personne. Vous comprenez un peu? Mais moi, je ne vais pas rentrer dans ça. Moi, je dis qu'il faut qu'on aille à ce qui nous unit. Ce qui nous unit, ce sont les idéologies. Ce qui nous unit, c'est comment on peut faire pour avancer. C'est ça qui est le plus important. Il faut qu'on se focalise là-dessus. Pour moi, c'est ça qui est le plus important. Parce qu'on a fini, pour chuter, on a fini avec, comment on appelle ça, le putsch manqué. Des gens sont en prison, ils ont été condamnés, le procès est fini. Les victimes. Et ils sont encore en justice, en train de demander des indemnisations. Pour moi, personnellement, en son temps, je l'avais dit, pour moi, les indemnisations devaient passer même avant qu'on ne chasse. Non, mais il faut une justice d'abord. Oui, justement, les indemnisations. Voilà, justement, on est au stade des indemnisations depuis. Mais vous savez, il y a des gens, si on les avait indemnisés, c'est tellement que... Ils avaient pardonné. Non, pas au-delà même de pardonner. C'est tellement que les situations difficiles dans lesquelles ils sont là, ils en seront sortis. Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Oh non, c'est mon avis. Mais c'est ton point de vue. Je le respecte. C'est sa part de vérité. Mais c'est ma part aussi. Je ne suis pas d'accord avec toi. Mais tu sais, ce qui peut nous unir, et ce qui nous unit derrière, c'est quoi? Il n'y a rien d'autre plus que la justice. Franchement. Ce qui peut nous unir, il n'y a rien d'autre plus que la justice. Le plus faible, son dernier rempart, c'est quoi? C'est la justice. Le plus fort, même souvent il est brimé. Son dernier rempart, c'est quoi? C'est la justice. Les crimes sur la révolution, qui est en train de les juger? Mais quand vous avez vu le document du panel des anciens de Manéga, mais ils ont répertorié tous les crimes. Quand vous avez suivi le collège des sages en 1999, mais ils sont revenus là-dessus. D'ailleurs, j'ai même dit la dernière fois que ces deux documents-là sont pratiquement identiques. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde est unanime. Il faut une justice pour tout le monde. Merci. Y compris les victimes de la Révolution, ou même avant la Révolution, puisqu'on est réparti de 1960 depuis les indépendances. Donc, il ne faut pas dire qu'on parle de justice pour Thomas Sankara et pas de justice pour les autres. Mais je voulais insister effectivement que si on parle de Thomas Sankara, qu'on parle de justice pour tout le monde. Vous prenez le dossier Norbert Zongo, il a été réouvert. Mais pourquoi? C'est parce que justement les gens ont soif de justice. Et il a dit quelque chose de très important. Depuis que ce dossier a été réouvert, vous avez vu, ça a calmé un peu la tension à un moment donné. Au mois de décembre, les élèves qui débrayaient ne sont plus comme... Donc ça veut dire que la justice, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, elle est indispensable pour l'apaisement des cœurs. Je préfère savoir comment mon parent est mort, dans quelles circonstances il est mort,
qui l'a tué, qu'on vienne me donner de l'argent. Parce que de l'argent, une indemnisation ne peut jamais remplacer la personne que vous avez perdue. Mais au moins, si je sais... Non, je n'ai pas dit que tu l'as dit. C'est ma part de vérité. D'accord. Alors, donc, mais je préfère savoir de quoi, effectivement, mon parent est mort, qui l'a tué et dans quelles circonstances. Que de prendre l'argent. Que de prendre l'argent et puis me taire. Moi, c'est que je dis... Du reste, quand on a tenté de le faire, en mars 2000 combien, par la journée du pardon, est-ce que ça a donné? Moi, ce que je dis... 2002, ça n'a pas donné. Ce que moi je dis, c'est qu'on puisse trouver finalement... On en a tellement de dossiers en justice. Qu'on puisse finalement trouver un mécanisme pour pouvoir à un moment donné... Ah, il fallait dire comme ça. C'est ce que je dis. Il faut qu'à un moment donné, on puisse trouver un mécanisme pour vider tout ça là et puis avancer parce qu'on a des urgences. Et nos urgences aujourd'hui, c'est nos problèmes sécuritaires. Bon, peut-être on va laisser les derniers mots à Ismaël parler pour conclure sur ce sujet assez passionnant. Merci. Merci d'avoir pensé à moi. Allez-y. Ok, et on se rappelle le cas en Afrique du Sud. Vous avez vu, après le système d'apartheid, après le régime d'apartheid dans les années 90 en venant, en montant. Et vous avez vu un peu comment les Sud-Africains ont pu tourner la page. Ils ont tourné la page sur la base de la justice, sur la base même des témoignages. C'est assez important. Parce qu'aujourd'hui, vous n'allez pas me demander de pardonner et de penser que rien ne s'est passé si on n'est pas capable de faire des révélations. Ça, c'est assez important. Et pour le cas au Burkina Faso, c'est une étape nécessaire. Les gens sont venus, les gens ont regardé les uns dans les yeux, ils ont dit, ta soeur, je l'ai violentée. Ton papa, je l'ai macheté. Ton petit frère, c'est moi qui ai fait. Les gens ont dit ça. Les gens ont pardonné. Les gens ont pleuré. Ils se sont embrassés. Et c'était vraiment sincère. Mais pas cette étape sans la justice, parce que c'est une justice assez morale. Les gens veulent ça. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on arrive à aller au-delà de toutes les considérations pour dire, pour donner sa part, j'allais dire, des responsabilités dans ce qui s'est passé, je vous assure que ça apaise les cœurs. Donc, on ne peut pas, c'est vrai qu'ici aujourd'hui nous sommes en train de parler de la réconciliation, nous sommes en train de parler du vivre ensemble, mais ce vivre ensemble, cette réconciliation ne peut être possible que si elle est calquée sur la justice. Et aujourd'hui, je pense que l'engagement des autorités burkinabées et même de toute la population, une grande partie de la population s'engage dans cet état d'esprit. Tout le monde est d'accord que la paix est indéniable. C'est une condition sine qua non. La paix, la cohésion sociale, le vivre ensemble. Mais est-ce pour autant dire que ceux qui ont commis des exactions, ceux qui ont fait des fautes, il faut faire comme si de rien ne s'était passé? C'est assez difficile. Ce qui est assez important, que les gens puissent témoigner. Ça, peut-être, il revient aux autorités d'organiser ce cadre-là, d'échange sincère, de pardon. Et si... Puisque le pardon ne se décrète pas, ça vient naturellement et ça se mérite. Si on veut instituer le pardon, ça ne marche pas. On a vu l'exemple tout à l'heure. Donc c'est assez ça. Donc c'est pour dire que le cas Thomas Sankara, bon, c'est parce que Thomas Sankara n'est pas comme les autres crimes là que ça pose le problème. Vous avez vu que tout à l'heure, ma part de vérité, il s'est attaqué d'une manière ou d'une autre et on ne l'a pas laissé parce qu'on ne veut pas qu'il nous donne les péchés de Thomas Sankara. Donc si tel est le cas, un cadavre n'est pas un cadavre. Thomas Sankara vaut mieux que... Voilà. Bon, d'accord, on vous a compris. Fin de cette partie sur l'affaire Thomas Sankara, place à notre deuxième sujet. Et là, nous allons parler d'une autre affaire, celle des 16 policiers licenciés cette semaine. Le tribunal administratif a décidé de la suspension de l'arrêté de licenciement et mieux, il a ordonné leur réintégration. Alors, quel regard portez-vous sur ces dossiers, Josias? Bon, c'est vrai que... les policiers licenciés, oui, qu'on veut réintégrer. Ben, c'est à la mode depuis un certain temps. Depuis, on a vu la plupart des cas, l'État perd ce procès face à des individus. C'est ce qu'on a remarqué. Hein, les individus sont alors plus intelligents que l'État. Bon, je ne sais pas. Le problème, moi-même, à son temps, je ne sais pas comment est-ce que la prenne à le formuler. Parce que vous savez que les policiers aussi, c'est des gens qui ont quand même beaucoup de notions en droit. Donc, s'il y a des failles, ils profitent. Sinon, véritablement, à son temps, nous avons dit qu'il n'y a pas de raison que... on a fait un fonctionnaire de police. Bon, ils ont été affectés pour nécessité de service. Voilà, et puis ils refusent. Maintenant, certainement, ils ont brandi le fait
qu'il s'agit donc des affectations, je dirais... Bon, ils disent qu'ils sont membres de l'APN, l'Alliance Police Nationale, qui est le syndicat voilà, de la police. Qui va à l'encontre de la liberté, de la liberté syndicale. Donc certainement, il y a eu des éléments qui sont puisés. Sinon, on sait à tout point de vue que chaque fonctionnaire, chaque acteur est obligé de rejoindre son poste d'affectation. Maintenant, quels ont été les foyers? C'est à ce niveau également qu'il faut dire. Parce que rien que dans le domaine judiciaire, il faut savoir, rien que pour un problème de faille, vu de forme ou à quelques niveaux seulement, donc le dossier est vidé. Et même à Bobo aussi, on a vu des situations où ça s'est passé. Ce qui fait que justement, le langage de la justice n'est pas celui de je dirais, de la population lambda. Donc, on attend de voir quelle sera la suite. D'accord. Monsieur Kani, Oui. une telle situation, est-ce à dire que l'État ne peut pas affecter un agent là où il veut? Si, il peut même l'affecter à la Lune s'il veut, mais il faut que ça respecte les droits et les règlements. Parce que vous êtes sans ignorer qu'effectivement, ces policiers-là, et sur le même plateau d'ailleurs, nous l'avions dit en son temps, que non seulement la procédure n'avait pas été respectée, mais qu'il était inopportun au moment où effectivement il y a plein de problèmes au sein de la police. Et les problèmes que les policiers dénonçaient n'étaient pas des problèmes faux. Et c'est plutôt au problème qu'il fallait s'attaquer, à s'attaquer au licenciement de personnes qui ont été ciblées. Parce qu'ils sont pratiquement tous membres du bureau de l'APN, l'Alliance Police Nationale, avec laquelle les autorités, non seulement au niveau de la direction régionale et de la direction nationale de la police, mais au niveau du ministère, ils avaient des problèmes et qu'ils voulaient, comme si donner l'impression, c'est régler les comptes. Et on avait trouvé ici que c'était inopportun, parce que d'abord, dans le contexte d'insécurité dans lequel nous nous trouvons, n'autorise pas de se débarrasser, on cherche des volontaires et on cherche ceux qui sont déjà formés. Et on avait trouvé que ce n'était pas opportun. Certainement qu'au vu de tous ces éléments, c'est même pas certainement, c'est au vu de tous ces éléments que le juge administratif a tranché et il a demandé de lever, il a suspendu, ce n'est pas qu'il a demandé de lever, il a suspendu et il a ordonné la réintégration des policiers. Et je crois que c'est une occasion, pour moi, qui honore la justice, qui honore non seulement la justice, mais que les autorités au niveau de la police doivent saisir pour calmer un peu la tension au niveau de la police, de façon générale. Parce que vous êtes aussi au courant de cette affaire de grève qui est là, et tout ça, ça n'arrange pas la police, parce que c'est un corps dont nous avons besoin aujourd'hui, surtout en cette période de l'insécurité. Donc il ne serait pas, en tout cas, intéressant qu'on continue à vivre des situations qui peuvent un peu saper le moral des troupes. Et ça, je pense que c'est l'occasion pour le ministère, c'est l'occasion pour la direction de la police de faire, je ne vais pas dire table rase, mais de profiter de l'occasion pour vraiment un peu niveler, pour que les choses puissent avancer. D'accord. Serge, est-ce que cette décision du tribunal administratif, la décision est-elle étonnante ou pas? Bon, enfin, c'est celui qui sait sur quoi il s'est basé pour prendre la décision. Oui. Mais il y a quelque chose qu'il y a à saluer quand même au Burkina Faso, c'est l'indépendance de la justice. C'est vrai que quelquefois on s'en plaint. Ça, c'est encore on parle de vérité. Voilà, quelquefois on s'en plaint, mais que le tribunal d'usage donne tort au gouvernement, ça c'est à saluer. Ils sont très peu les pays d'Afrique francophone où le tribunal d'usage peut se donner... Désavouer l'État. Peut désavouer l'État. Et Joseph s'en parlait tout à l'heure. Il dit très souvent l'État perd ses procès devant le tribunal d'usage. Et là, il faut féliciter quand même ça. Ça veut dire que nous sommes dans un État où il y a les fondamentaux de la démocratie, où les juges n'ont pas une épée de Damoclès qui pèse systématiquement sur leur tête par rapport au jugement qu'ils rendent. Ça, c'est à féliciter. C'est à féliciter. L'autre chose, c'est que ça rassure parce que si le fonctionnaire pense que, ou bien le citoyen pense qu'il y a une décision qui a été prise, une décision administrative, et que cette décision administrative-là est injuste, il a des voies de recours. Oui. Et ça, c'est intéressant, parce que quand on n'a pas de voies de recours, finalement, on se retrouve dans une situation de violence, alors qu'aujourd'hui, on n'en a pas vraiment besoin, parce que, comme on le dit, on a un contexte de sécurité assez délétère. Maintenant, parlant des policiers, déjà, on est dans une situation où on a besoin même de troupes. Alors, si on doit encore mettre certaines troupes dehors, c'est compliqué. On a même
rendu justice à ceux qui ont fait la mutinerie. Et on leur a permis de réintégrer ou bien de pouvoir se retrouver dans le tissu social. Oui. Alors si c'est vrai que si un fonctionnaire, même un citoyen est en faute, on doit normalement le sanctionner. Mais de là à cibler des membres d'un syndicat pour pouvoir les disperser, les disséminer dans le pays, moi je dis que ce n'est pas de nature à créer la quiétude dans ce corps-là. Donc il va falloir que très vite, on puisse nous-mêmes aussi arrêter de nous auto-flageller. On a déjà suffisamment de problèmes. Il ne faut pas qu'entre nous, on crée encore d'autres problèmes. D'accord. Ismaël Paré, cette décision du tribunal administratif de réintégrer les policiers licenciés, est-ce que ce n'est pas aussi une honte pour l'État? Quelqu'un l'a dit, ce n'est pas la première fois que cet État perd un procès de ce type. Est-ce qu'on peut considérer une décision de justice comme étant une honte pour l'État? Bon, en tout cas, l'État ne sort pas la tête haute. Voilà. Moi, personnellement, ça me désole parce que ce n'est pas vraiment la première fois que ces choses-là arrivent. Il y a beaucoup de... il y a eu plusieurs cas, on a vu même le concours de la magistrature. Voilà. Lorsque nous faisons... nous recherchons le passé, nous voyons que par le passé, le tribunal administratif a donné des jugements, a rendu des jugements à l'encontre du gouvernement, et même que le gouvernement a interjeté encore un appel devant le Conseil d'État, qui est la juridiction supérieure de l'ordre administratif, et que le Conseil d'État a approuvé le jugement du tribunal administratif. Donc ça montre souvent que dans l'empressement, on peut avoir raison, parce qu'on en parlait même pour des situations ici à Bobo, on peut avoir des raisons, on peut avoir vraiment des raisons même d'intenter une action en justice, mais encore faudrait-il respecter la procédure, les moyens, les voies, tout ce qui est sied pour pouvoir se faire sortir d'affaires. En réalité, c'est un peu ça. Si aujourd'hui, le tribunal administratif décide de suspendre l'arrêté qui licencie les 21 policiers, et on parle de 16, je pense. 16, c'est OK. Et sur la base parce que ces gars-là disaient que c'était de l'affectation arbitraire, c'était basé sur tout sauf le droit, etc. etc. Ça montre c'était des sanctions en quelque sorte. Ça montre à quel niveau aussi ce qu'il disait, il y avait quelque chose de sérieux. Et aujourd'hui, je pense que le juge, en prenant ce jugement, ça permet aussi à l'État de revoir sa position. Parce qu'il ne faudrait pas qu'à chaque fois, quand un groupe de personnes ou encore quand un individu même part en justice contre l'État, que l'État perd. Parce qu'il y a eu beaucoup de situations et ça, quand ça vient au sommet de l'État comme ça, on sent de la légèreté. Et quand c'est comme ça, ça ne donne pas bien à voir parce que c'est toute l'image de l'État qui est vraiment... C'est un peu de l'amateurisme. Bon, si on peut le qualifier ainsi, mais ce n'est pas des choses de nature à rehausser l'image de l'État parce que si moi j'intente une action contre l'État, moi je perds. Bon, en réalité, ça fait... Voilà, c'est logique rien. Voilà, pour les citoyens lambda. Mais que l'État perd parce que sur des bases souvent formelles, parce que vous avez donné tout de suite l'exemple du concours de la magistrature, il a fallu seulement changer, modifier une loi, alors qu'on ne change pas la loi, on prend un décret pour demander aux gens de déposer la magistrature avec le master 1 ou bien le LMD. Deux étudiants vont rester en justice, leur formation. Franchement dit, qui vont rester en justice et puis gagner, c'est vraiment, ça met mal à l'aise. Donc ça demande aussi un peu de sérieux au sommet de l'État quand même. Moi, à ce niveau, je voudrais être quand même un peu clair dans ce que je vois la chose. C'est vrai, comme je l'ai dit, il pourrait qu'il y ait les choses, ces policiers ont pu quand même saisir un élément. Parce qu'en matière judiciaire, la justice ne va pas dire c'est ça, c'est bon, vous avez fauché, pour cela, il faut corriger ça. C'est-à-dire que quand il y a vie de forme, on annule tout. Ça, c'est le principe de la justice. Mais certainement qu'ils sont allés du fait que l'État a usé la sanction suprême, c'est-à-dire le licenciement, sans parler par certainement, il y a des sanctions, des étapes en fonction de la gravité. Si de la fonction publique, les textes qui régissent la fonction publique disent quoi en la matière?
le refus d'obtempérer à une affectation. Au début, on disait que c'était la SG, ou bien c'est le SG du ministère. Je voudrais dire, est-ce que le refus de ministre de la fonction publique. Voilà, ça c'est est-ce que quand on refuse de rejoindre son poste là, est-ce que ça vaut immédiatement au licenciement? Est-ce qu'il n'y a pas de plan? On fait des communiqués. Voilà, est-ce que ça n'a pas respecté? C'est ça. Autrement dit, moi, quand je vois certains qui se focalisent sur le fait que c'est des syndicats, non, moi je ne rentre pas dans ce jeu-là. Parce que les syndicats ne font pas de ça ne soustrait pas de l'obligation de servir la nation partout où le besoin sera. On ne rentre pas dans quand on est recruté pour servir l'État partout où on a besoin. Donc on ne rentre pas, vous n'êtes pas recruté pour aller faire du syndicalisme et se soustraire des obligations de votre profession. On fait et c'est le même pays direct. Ce n'est pas comme au niveau du privé, ou par exemple, ou dans certains, vous êtes par exemple, je ne sais pas, au Métaboutien, si vous êtes syndicat là-bas, on ne peut pas vous envoyer dans une poste où vous ne pouvez pas exercer le droit de syndicalisme là-haut. Ça dit que c'est la même nation, où que vous avez été à Dori, à Gawa, partout, vous êtes toujours membre de votre syndicat. Oui. Ça vous soustrait. Donc, on ne fait pas de syndicalisme pour se soustraire de ces obligations de servir la nation partout où besoin sera. Certainement, donc, comme je l'ai dit, il y a eu des vices de forme dans la procédure. Et comme disait quelqu'un il appartient à l'État de ne pas aller vite en besogne. Ouais. J'ai l'impression que les gens prennent des décisions par colère. Il suffit qu'ils sautent des étapes. Et là, ce n'est pas du tout intéressant. Donc, il faut aussi signaler que cette décision du tribunal administratif est susceptible d'appel. Donc, affaire à suivre. Fin de cette partie sur le dernier rebondissement dans l'affaire des policiers licenciés. Place à notre troisième et dernier sujet, la lutte contre le terrorisme et la solution IBK en question. Ibrahim Boubacar Keïta, le président malien, qui confirme son désir d'engager un dialogue avec les chefs djihadistes Yarg Ag Gali et Amadou Koufa en vue de mettre fin à la spirale de violence au Mali. Alors, est-ce que cette décision, est-ce qu'elle est la bienvenue? Serge? Quelqu'un qui veut dialoguer. Oui. À première vue, ce n'est pas mauvais. Il faut dialoguer. Mais quand on va dialoguer, oui, il va falloir qu'on s'entende sur un certain nombre de choses. Parce que sur la table de négociation, chacun vient avec ses revendications, ses préoccupations. Il y a Al-Ghalid et Amadou Koufa. Oui. Qu'est-ce qu'ils demandent au Mali? La charia, la question, la charia, installer un califat. Oui. Mettre en veille la Constitution, oui, remettre en cause la laïcité de l'État. Oui. À la limite même, il y a l'intégrité du territoire même qui est menacée, oui, la forme républicaine de l'État. Mais écoutez, la forme républicaine de l'État, oui, ça, c'est pas négociable. Alors donc, IBK va négocier quoi? Ça, c'est la première question que moi je me pose. Parce que la charia au Mali, tendu la main. La charia au Mali, oui, c'est pas possible. Peut-être dans certaines parties du Mali. Justement, ça, c'est l'intégrité de l'État maintenant qui remet en cause. Mais quand on est élu, on prête serment sur la Constitution, on dit qu'on vient pour veiller à respecter, à maintenir la laïcité et l'intégrité de l'État. Oui. Donc, il va négocier quoi? Ça, c'est un. Oui. De deux, aujourd'hui, c'est vrai, IBK est le président du Mali, mais il fait partie du G5 Sahel. Ils sont allés à Pau, au nom du G5 Sahel. Oui. Donc, ils travaillent ensemble avec les autres chefs d'État de la sous-région. Et les autres chefs d'État de la sous-région qui sont allés aux G5 sont victimes de la même situation. Oui. Les mêmes Yad Ghalid et les Amadou Koufa là, oui, posent des actes au Burkina, oui, et dans d'autres pays, au Niger et en allant. Lui seul, lui, il s'en va négocier. Oui. D'où il met les autres chefs d'État. L'action ensemble concertée, oui, a plus de poids que pour lui seul. Maintenant, pourquoi c'est maintenant que lui, pour terminer, m'arrêter là, pourquoi c'est maintenant, oui, que lui s'en va négocier? Après avoir fait... Peut-être qu'il n'est jamais trop tard pour négocier. Non, quand on dit qu'il n'est jamais trop tard pour négocier, il y a eu beaucoup d'accords qu'ils ont signés. On dit qu'il faut un dialogue inclusif. Mais les gars ils ont demandé d'abord avoir l'indépendance de la Zawad, ainsi de suite, peut-être. Moi, la question, il faut que IBK nous dise, oui, il s'en va négocier quoi? Bon, qu'est-ce qu'il va négocier? C'est tout. Moi, je ne suis, suis pas contre la négociation. Oui. C'est bon, oui, qu'on négocie, mais il va négocier quoi? La question, je vais la poser à M. Kane. M. Kane, IBK va négocier quoi? Mais malheureusement, je ne suis pas IBK. Sinon, j'allais dire ce que je vais aller négocier. Oui. Mais toujours est-il que, par principe, quand vous prenez tout conflit, quel qu'il soit, il finit toujours par les négociations. Mais pas le dialogue. Pas le dialogue. Oui. Alors maintenant, est-ce que c'est le moment de dialoguer? Ça aussi, c'est une question qui peut se poser. Est-ce qu'il faut attendre plus tard?
Est-ce qu'il aurait pu négocier avant? Mais toujours est-il que, comme je l'ai dit, c'est le président qui compte. Tout conflit finit par une discussion. Oui. Et malheureusement, aujourd'hui, au fur et à mesure qu'on avance avec l'option militaire contre le terrorisme, on voit que ça ne paye pas. Ça ne paye pas. Et même avant-hier, je crois, il y a eu des tueries. Il y a eu 31 morts, plus 9 autres. Proche de la frontière du Burkina. Alors, donc, pendant qu'on parle de dialogue. Donc, tout ça, ce sont des questions qui se posent. Alors, militairement, on n'a pas pu. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas pu? Pour le moment. Bon. En tout cas, si on avait pu, c'est qu'il n'y avait plus d'attaque. Ça veut dire qu'on n'a pas pu pour le moment. Ensuite, le dialogue que beaucoup de gens prônent. Est-ce qu'on y arrivera? Il a posé des questions tout de suite. Mais je crois que tout ça, ce sont des éléments qu'il faut mettre dans la balance et se parler. J'ai toujours dit que les terroristes, ils ne sont pas venus de France, ni de Mars. Ce sont nos frères ici. Oui. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes entre nous. Oui. Ça veut dire qu'il y a des causes qui peuvent être très lointaines, que nous n'avons pas prises en compte depuis un certain temps, et qui aujourd'hui remontent en surface. Oui, mais est-ce que les causes, les raisons avancées par Serge? Non, tout ça pourquoi sont-ils arrivés, par exemple, à dire qu'il faut la charia au Mali? Pourquoi sont-ils arrivés à dire qu'ils veulent l'Azawad, c'est-à-dire une partie de leur territoire? Pourquoi sont-ils arrivés à tout cela? Voilà des questions qu'il faut poser. Mais est-ce que c'est négociable? Non, mais même si ce n'est pas négociable, qu'avons-nous fait pour qu'aujourd'hui ces questions-là ne se posent Toujours. C'est pourquoi il faut se remettre en cause, s'asseoir et poser les vraies questions. Pas seulement négocier l'intégrité, négocier quoi encore, mais non, mais c'est de savoir quelles sont les causes, qu'est-ce qu'on a tous fait, chacun individuellement, pour que nous soyons à ce niveau-là. Et je suis presque sûr, partant de ce poste-là, on est plus ou moins amené soit à laisser tomber sa position ou à se considérer, parce qu'il faut mettre en tête qu'une nation se construit perpétuellement. C'est-à-dire ce n'est pas parce que nous sommes ceci à un moment donné que nous ne devrions pas ou que nous ne pourrions pas être quelque chose autre que ce que nous avons été. Donc, ça ne veut pas dire tout de suite qu'il faut aller aux discussions. Mais je me dis aussi, avant de choses, Ibrahim Boubacar Keïta, mais ce n'est pas un novice quand même. Il connaît très bien. Moi, j'ai connu ce monsieur-là dans les années 99, je crois. Non, même bien avant, en tant que Premier ministre du Mali. Et c'était à Ouaga, et j'ai même réalisé, j'étais à Regard, j'ai réalisé une interview avec lui, dans les années 95. Donc c'est quelqu'un quand même qui connaît le Mali, qui connaît un certain nombre de choses dans le pays, et qui, certainement, sait qu'est-ce qu'il faut négocier et qu'est-ce qu'il faut poser comme problème. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons essayé, nous sommes en train d'essayer par tous les moyens, en tout cas pas pour le dialogue officiellement, mais les questions sont toujours là et elles sont toujours plus préoccupantes. Est-ce qu'il faut croiser les bras et attendre? Bon, certainement pas. Josias. Non, vous savez que le cas Mali... Est-ce qu'il faut faire confiance à ce dialogue que Ibeka veut... Non, je pense que c'est un dialogue, je dirais un dialogue du sourd qu'ils vont engager, un dialogue à travers lequel chacun a son arrière-pensée de voir des choses. Parce que cela ramène à faire un peu la genèse de la crise malienne pour voir où est-ce que cela est arrivé. C'est d'abord la crise entre le Nord et Bamako, qui ne date pas d'aujourd'hui, et que les présidents de Ibeka ont laissé quand même la chose pourrie. Vous vous souviendrez, avant qu'on ne parle même de terrorisme proprement dit, les séparatistes avaient les points de vue, qui défendaient, qui s'étaient même parfois avoir de la légitimité, pas plus que moins aux yeux de France, quand on voulait, par exemple, ils voulaient les territoires. Et lorsqu'on c'est par là, au cours des combats, qu'ils ils ont invité ce qu'on appelle l'appui des groupes terroristes aujourd'hui qui devient comme leur idéologie. Et le terrorisme devient, c'est-à-dire la charia devient donc comme leur idéologie. Effectivement, c'est pourquoi j'ai aimé... La constitution, en quelque sorte. Oui. Et c'est pourquoi j'ai plus ou moins aimé la question posée par Serge. Mais parce que lorsqu'on comprend, si aujourd'hui, au départ, vous dites que le Mali, le Bamako, le pouvoir central a délaissé le Nord, c'est pourquoi vous réclamer votre indépendance. Ça devient une question de charia, une question la mise en cause de la laïcité, qui est le fondement même de la République malienne. Est-ce que cela est négociable? Et vous viendrez vous souvenir que, justement, même bien avant cela, avant même qu'ils entament ce dialogue proprement dit, ils ont franchi une étape.
avec l'entrée donc des troupes maliennes à Kidal, dont la composition pose problème, pose une inquiétude aujourd'hui, parce qu'avec les séparatistes, aujourd'hui, c'est comme j'ai l'impression qu'on a envoyé certains soldats maliens à l'abattoir comme ça, dans un Kidal, dans une zone qui ne maîtrise pas, et dont la composition de la troupe là pose problème. Donc, ça veut dire que certainement, comme Kanye a dit, que Ibeka, ce n'est pas un novice, on croit bien que derrière ça, il a sa propre stratégie, parce que de toute façon, ces dialogues comme tels, ils ne vont jamais s'attendre. D'accord. Et Ismaël Paris, est-ce que ces dialogues, cette solution prônée par Ibeka, est-ce que ce n'est pas un aveu d'impuissance pour l'État malien? Un aveu d'impuissance, pas tellement, parce que bon, ça dépend de là où on se situe. Bon, Kanye l'a dit, toutes les solutions ont été envisagées, parce que, il n'y a pas eu de résultat. La solution militaire. Parce qu'en matière de lutte contre l'insécurité, contre le terrorisme, il ne faut pas proscrire une solution. Ça doit être le principe. Parce qu'on n'a pas la force des États-Unis, on n'a pas la force des grandes puissances. Même ces grandes puissances-là, à un certain moment, négocient aussi. À leur manière. Donc, Ibeka l'a dit, lorsque vous suivez son discours, il dit que la situation au Sahel s'empire, le G5 Sahel est en difficulté, il y a des blocages même pour les Nations Unies d'intervenir. Le dispositif mis en place par l'armée est vraiment... C'est fragile, il y a l'aguerrissement des terroristes sur le terrain. Ils maîtrisent de jour en jour le terrain. Et il a peur même. Il parle d'une probable arrivée, j'allais dire, des terroristes venant du Proche-Orient, comme Irak, comme Libye, comme Syrie, qui pourront passer par le boulevard de la Libye. C'est ce qu'il a dit. Donc il voit tout cela. Tout cela, c'est-à-dire que tout est mis en évidence là, pour encore que la situation soit de plus en plus difficile. Et vous vous rappelez Kidal, qui est au nord, lui il le disait, est coupé et assiégé depuis plus de 6 ans. Le pouvoir, 2014. Bien sûr, le pouvoir n'existe pas, le pouvoir malien n'existe pas en Kidal. Donc on a l'impression que juridiquement, les juristes disent que le Mali n'est pas un État, parce que État, lorsqu'il y a un pouvoir central, il y a un territoire, il y a la population. Ces 3 conditions ne sont pas réunies aujourd'hui au Mali. Donc, c'est un peu fort. Donc, non, c'est juridique. Josias peut le confirmer. Donc, c'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a des difficultés, ça et là. Mais maintenant, décider de tendre la main vers... Moi, je pense que Ibeka est une personne vraiment avertie. Et il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il y a à négocier, il sait ce qu'il ne faut pas négocier. Dernière question à Serge pour conclure cette émission. Est-ce que le Burkina peut aussi tenter cette solution de Ibeka? Dans la région des 3 frontières, Amadou Koufa et Yad Gali sont les plus puissants. Donc Ibeka négocie avec des gens qui sont devenus faibles. Ça, il faut le dire. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, les terroristes utilisent, et il a dit aussi, des locaux. Il faut faire en sorte qu'on leur coupe ce ravitaillement-là. Et comment on peut leur couper le ravitaillement? Mettons fin à la corruption, mettons fin à l'affairisme, mettons fin à la malgouvernance, rassurons les jeunes. Vous allez voir que moins de jeunes vont se laisser convaincre par cela. Il ne faut pas que nos États se limitent à nos capitales et à nos grands centres urbains. Il faut qu'on puisse aller vers ces zones-là. Ça répondait à la question. Est-ce que le Burkina peut tenter cette solution? Maintenant, le Burkina va tenter cette solution avec qui? Question. Et puis d'ailleurs, ceux qui font la guerre au Burkina, moi je ne sais pas ce qui. Mais tu as dit tout de suite que les deux là ajustent sur les 3 frontières. Non, c'est pas l'émission est terminée. C'est gros terroristes, il faut préciser. Ces gros terroristes, ils se reconnaissent maliens. Le Burkina ne peut pas aller négocier avec un pays voisin il n'y a pas de raison. Les terroristes burkinabés n'ont pas un représentant pour dialoguer. Voilà, merci. Panorama Média de ce jour s'arrête là. On va poursuivre les débats après. Panorama Média donc de ce jour s'arrête là. Était avec nous sur ce plateau Moutamou Kani, directeur de publication de l'Express du Faso, Ismaël Satuné Paris, journaliste à la RTV de télévision, Josias Dabiré, correspondant de Burkina Info TV à Bobo de Lasso, et Serge T, journaliste à la radio LPC, la liberté de parler et de communiquer. Merci chers confrères d'avoir répondu à notre invitation, à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci pour la fidélité au programme de notre chaîne, la RTV2, à dimanche prochain, Dieu voulant, pour un nouveau rendez-vous. En attendant, retrouvez ce numéro de votre émission en rediffusion ce lundi après 22h30.